Quand vous pensez au Portugal, vous pensez probablement à quelque chose précise. Nos superbes plages, nos fruits de mer incroyables et aussi notre viande. Les gens parlent beaucoup des fruits de mer, mais un Vitel est vraiment la meilleure chose. Vous pensez probablement aussi à un pays incroyablement uni. Géographiquement, ses frontières ont à peine bougé depuis le XIIIe siècle. Linguistiquement, on nous dit que tout le monde, de la région du Minho au nord jusqu'à l'Algarve au sud, parle exactement la même langue, le portugais, même s'ils utilisent des accents très différents et des termes spécifiques à chaque région. Pendant des décennies, les politologues et les historiens ont cité le Portugal comme un exemple parfait d'État-nation. Un État-nation est en quelque sorte le Saint Graal de la politique européenne à l'ancienne, un endroit où les frontières d'un pays correspondent parfaitement aux frontières d'une seule culture, d'une seule religion et d'une seule langue. Alors que des pays comme l'Espagne, la France ou le Royaume-Uni ont passé des siècles à gérer de fortes identités régionales et des langues concurrentes comme le catalan, le breton ou le gallois. Respectivement, le Portugal a toujours semblé avoir évité tout ce drame. Il présentait au monde un front linguistique propre et ininterrompu. Elle a représenté comme la langue unificatrice du Portugal et de nombreuses autres régions du monde. Aujourd'hui, le portugais n'est pas seulement parlé par les 10 à 11 millions de personnes vivant dans la péninsule ibérique. C'est la langue officielle de 9 pays différents répartis sur 4 continents. La langue dominante du Brésil, la langue caractéristique du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de l'Angola et du Mozambique. Et des endroits aussi éloignés que le Timor oriental, et encore un peu à Macao. C'est la 9e langue la plus parlée au monde, avec plus de 250 millions de locuteurs natifs. Mais si vous revenez en arrière depuis la carte mondiale et que vous vous rendez dans le coin le plus reculé et isolé du nord-est du Portugal, l'unification linguistique se fissure. Blotti à l'extrême nord-est, sur un plateau très accidenté et rocheux bordé de profonds canyons fluviaux, il existe une région appelée Terra de Miranda, la terre de Miranda. Dans un café local là-bas, vous pourriez ne pas entendre de portugais. Et vous n'entendrez pas non plus d'espagnol. Vous entendrez des gens parler une langue complètement distincte, ancienne et profondément musicale que la plupart des personnes en dehors de la région, y compris la grande majorité des citoyens portugais, ne savent même pas qu'elle existe. Ceci est le mirandais, ou lingua mirandesa, et depuis 1999, c'est officiellement la 2e langue officielle du Portugal, que la plupart des gens ne connaissent pas. Je veux dire, je suis né ici en 1995 et je n'en ai entendu parler que lorsque j'étais adolescent, au plus tôt. Alors, comment une langue a-t-elle survécu dans un petit groupe de villages de l'intérieur portugais pendant des centaines d'années sans que la plupart des gens ne s'en aperçoivent? Pourquoi est-elle complètement distincte du portugais, considérée comme une langue à part entière, et à quoi ressemble-t-elle réellement? Découvrons-le. Si vous regardez une carte du Portugal, la municipalité de Miranda do Douro ressemble à un minuscule morceau de terre qui s'avance directement dans le territoire espagnol. Elle fait partie de la grande province de Trás-os-Montes, un nom qui se traduit littéralement par « derrière les montagnes ». Le nom est tout à fait exact. Pendant la majeure partie de l'histoire portugaise, cet endroit était difficile d'accès, incroyablement difficile. Elle était isolée du reste du Portugal par d'immenses chaînes de montagnes, et également séparée de l'Espagne par les profondes gorges du fleuve Douro. En raison de cette intense isolation géographique, Terra de Miranda est devenue une sorte de capsule temporelle née du hasard. Le monde extérieur a changé. Des empires et des royaumes se sont élevés et sont tombés. Les régimes politiques sont changés au Portugal et en Espagne. Je veux dire, l'Espagne s'est unifiée. Les nations modernes ont tracé leurs frontières. Mais les habitants de ces vallées ont continué à vivre, à travailler et à parler comme ils l'avaient toujours fait. Pendant des siècles, le mirandais était une langue purement orale. Elle n'était même pas consignée dans les manuels scolaires. Elle n'était utilisée dans aucun décret gouvernemental ou royal, et elle n'était pas enseignée à l'école. C'était, comme l'a dit un célèbre linguiste portugais du XIXe siècle nommé José Leitão Vasconcelos, la langue des fermes, du travail, de la maison et de l'amour entre les mirandais. Parce qu'elle appartenait entièrement à la vie privée de ses agriculteurs et bergers ruraux, le gouvernement central à Lisbonne l'a largement ignorée. Elle n'était pas vue comme une menace pour l'unité nationale parce qu'elle était si limitée,
On la considérait simplement comme un dialecte campagnard rustique et inculte parlé par les gens du coin. Ils la considéraient probablement comme un simple accent régional avec quelques mots uniques, comme on peut en trouver dans le nord, le sud ou dans les îles des Açores ou de Madère. Ce n'est qu'en 1884 que Vasconcelos s'est réellement rendu dans la région. Il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'un mauvais portugais, mais bien d'un système linguistique totalement indépendant. Et il a publié le tout premier livre sur la langue intitulé Flore de Mirandais, Fleur de Mirandais. Même à cette époque, c'était encore un secret local. Pendant cette période, le Portugal était occupé avec sa monarchie, essayant de se réformer, finissant par s'effondrer en une république, étant impliqué dans la Première Guerre mondiale, puis voyant son régime évoluer vers une dictature militaire puis fasciste et autoritaire. Une langue locale dans un coin reculé du pays n'était la préoccupation majeure de personne. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Cependant, elle a finalement attiré l'attention une fois que cette dictature a établi un contrôle total sur le pays, mais pas pour de bonnes raisons. Sous la dictature d'António de Oliveira Salazar, qui a dirigé le Portugal pendant la majeure partie du XXe siècle, l'attitude de l'État vers le milieu des années 1940 était une forme de répression agressive et calculée. Le régime de Salazar a construit toute son identité, entre autres, autour du slogan nationaliste « Uma só nação, uma só língua », ce qui signifie « une seule nation, une seule langue », considérant toute variation régionale comme une menace dangereuse pour l'unité nationale. Le mirandais n'était plus simplement ignoré. Il a été activement criminalisé et stigmatisé dans la sphère publique. Les enfants étaient physiquement punis à l'école s'ils utilisaient leur langue maternelle, tandis que la propagande d'État qualifiait la langue de dialecte inculte et ignorant des pauvres, qui empêchait les gens de s'intégrer dans la société moderne. Cette humiliation systématique a causé des dégâts psychologiques assez importants. Cela a forcé des générations de parents à arrêter intentionnellement de parler mirandais à leurs enfants, par peur que cela les condamne à une vie de pauvreté et d'exclusion. Il a fallu plus d'1 siècle d'activisme après la découverte de Vasconcelos pour que le gouvernement portugais finisse enfin par agir. Et ce n'est que 25 ans après le rétablissement de la démocratie, en janvier 1999, le Parlement portugais a adopté une loi reconnaissant officiellement le mirandais et lui accordant le statut de langue co-officielle pour les affaires locales dans la région, le considérant comme une langue officielle du Portugal. Soudainement, l'État-nation parfait à langue unique a dû admettre qu'il avait une autre langue, même si celle-ci survivait à peine. Pour mesurer la menace pesant sur le Mide-Indien à l'époque, et encore aujourd'hui, il suffit d'observer la rapidité de la chute du nombre de locuteurs. Pendant longtemps, on avançait de façon informelle le chiffre d'environ 15 000 locuteurs, dont à peu près 10 000 vivant dans ces villages ruraux de Miranda, et 5 000 autres migrants vivant à Lisbonne ou à l'étranger. Mais des données récentes ont dressé un tableau bien plus sombre.
Une grande étude sociolinguistique menée par l'université de Vigo en Espagne a révélé qu'il n'y a plus qu'environ 3500 personnes capables de parler le mirandais, et seulement entre 1000 et 1500 qui l'utilisent réellement comme langue quotidienne. Cet effondrement ne s'est pas produit par hasard. Au milieu du XXe siècle, la langue a subi une double attaque brutale. La migration de masse et cette assimilation encouragée par l'État. Dans les années 50 et 60, des milliers de jeunes des Mid-Indies ont quitté leur village pour trouver du travail à Lisbonne ou dans des pays européens plus riches comme la France, le Luxembourg, la Suisse ou l'Allemagne. Une fois déracinés, ils ont cessé d'utiliser la langue. Pendant ce temps, dans les villages, le monde extérieur a finalement franchi les barrières géographiques. Des routes ont été construites, l'électricité est arrivée, et avec elle sont venues la télévision portugaise, la radio et l'école centralisée, en plus de toute l'attaque idéologique menée par la dictature. Tout cela a brisé la transmission intergénérationnelle de la langue. L'étude de Vigo a révélé une chute terrifiante de 40% de l'utilisation exclusive du mirandais, en comparant les villageois âgés de plus de 60 ans à la jeune population locale. Alors, va-t-elle complètement disparaître ? Parce que la langue fait face à un véritable compte à rebours démographique. L'État portugais et les défenseurs locaux se sont mobilisés pour la sauver de l'extinction. La première grande ligne de défense a été mise en place dans les écoles. Aujourd'hui, à Miranda do Douro, le mirandais est proposé comme matière optionnelle de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. Le ministère de l'Éducation recrute des enseignants spécialisés pour garantir une exposition structurée à la langue chez les enfants. Mais l'enseigner 1 heure par semaine comme matière optionnelle n'a pas suffi, car les lycéens abandonnent souvent le cours. Le gouvernement a dû intensifier ses efforts. Récemment, l'État portugais a fait un grand pas en avant en créant une structure officielle d'État, financer des programmes éducatifs standardisés et soutenir activement la traduction et la publication de tout, de la littérature classique aux articles scientifiques modernes, en Mid-Indies. Le ministère de la Culture finance également des associations culturelles locales comme l'Associação de la Língua e Cultura Mirandesa. Ces groupes sont en quelque sorte en train de lutter contre le temps. Ils enregistrent des centaines d'heures d'audio et de vidéos auprès des derniers locuteurs natifs âgés, afin de préserver la prononciation authentique et les traditions orales pour l'avenir. Une initiative vise à pousser le gouvernement à ratifier la Charte européenne des langues régionales, permettant ainsi d'obtenir des protections juridiques et des financements européens supplémentaires. Mais d'où vient réellement cette langue ? Pour comprendre cela, il faut oublier que le Portugal et l'Espagne existent comme 2 pays distincts et revenir à l'époque chaotique de l'Ibérie médiévale. Lorsque l'Empire romain s'est effondré, le latin qu'ils avaient apporté avec eux n'a pas simplement disparu. Il a commencé à se fragmenter en dizaines de dialectes locaux à travers la péninsule. Ils ont évolué en ce que les linguistes nomment les langues romanes. Au fur et à mesure de la Reconquista, les royaumes chrétiens et leurs dialectes se sont déplacés vers le sud en bande verticale. Lorsque le Portugal est devenu indépendant en 1139, ses rois ont établi le galicien portugais comme langue nationale, et avec le temps, cela a évolué pour devenir le portugais moderne. Mais les frontières des royaumes ne correspondent pas toujours à celles de la langue parlée. Miranda do Douro appartenait à l'origine au royaume de Léon, pas au Portugal. Après la stabilisation des frontières et l'intégration de Miranda au Portugal, les habitants ont conservé leur langue maternelle. Ils n'ont pas commencé à parler portugais du jour au lendemain. Ils ont continué à parler leur branche spécifique de l'Astur léonais. Cela signifie que le mirandais n'est ni un dialecte du portugais ni de l'espagnol. C'est la seule branche portugaise survivante d'une famille linguistique médiévale complètement distincte. Alors que ses langues sœurs, l'asturien et le léonais, existent toujours de l'autre côté de la frontière en Espagne, le mirandais a évolué complètement isolé d'elle pendant plus de 700 ans. Il a absorbé beaucoup de vocabulaire et d'influence du portugais, mais sa structure fondamentale reste en quelque sorte fidèle à ses anciennes racines léonaises. Compte tenu de cette histoire et de cette origine, quel son a-t-il ? Si vous ne parlez pas une langue romane, le mirandais pourrait simplement sonner comme n'importe quel autre. Mais si vous parlez portugais ou espagnol, l'écouter est très étrange. Cela sonne étrangement familier. Vous comprenez un mot sur 3 ou 4. Le rythme vous est familier, mais la grammaire et les changements spécifiques de voyelles vous déconcertent sans cesse. Pour un locuteur portugais, le mirandais sonne très ancien. C'est presque comme écouter quelqu'un réciter de la poésie médiévale du XIIIe siècle. Il conserve des sons anciens que le portugais moderne a abandonnés depuis longtemps. En même temps, il a une texture phonétique très distincte, si vous voulez.
L'une des premières choses que l'on remarque en entendant le mirandais, c'est l'abondance de sons chuintants. Il adore les sons chash, chash, comme dans le mot anglais church, ainsi que le son L. Regardons un exemple concret pour voir comment cela fonctionne. Voici la première strophe d'un poème écrit par José Leitão Vasconcelos, dédié à la langue, rédigé en orthographe mirandaise moderne, suivi de sa version en portugais moderne et en espagnol moderne. Je vais essayer de le prononcer au mieux, mais ma version du portugais pourrait ne pas être parfaite. Em mirandês c'est quem diria que entre os matos eriçados, as encostas e os rios desta terra, vivia como o sargaço da serra, uma língua de sons tão variados. Em português, se seré, quem diria que entre os matos eriçados, as encostas e os rios desta terra, vivia como o sargaço da serra, uma língua de sons tão variados. Alors qu'en espagnol, ce serait aussi quelque chose de complètement différent. Si vous regardez attentivement ces phrases, vous pouvez voir le mélange fascinant que présente le mirandais entre ces langues voisines. Prenez le tout premier mot, qui. En portugais, c'est quem, en espagnol, quien. Le mirandais utilise quien, comme l'espagnol. Mais regardez le mot pour langue. L'espagnol utilise lengua, le portugais utilise lingua, le mirandais utilise lengua. Ce double L initial est une signature classique du mirandais, alors que l'espagnol et le portugais commencent le mot avec un simple L dur. Autre grande différence, le comportement des articles définis. Pour le mot le ou la, le portugais utilise o ou a, tandis que l'espagnol utilise elle ou la, selon le genre. Le mirandais fait quelque chose de complètement unique. Il utilise li ou la. Pour vraiment voir comment le mirandais occupe sa propre place unique entre le portugais et l'espagnol, on peut regarder une comparaison directe du vocabulaire. J'ai choisi 5 mots, et je vais les dire en anglais, en portugais, en espagnol, puis en mirandais, pour que vous puissiez vous en faire une idée. Par exemple, le mot rue serait roi en portugais, cal en espagnol, mais ruga en mirandais. Œil serait olo, ojo ou olo. L'eau serait agua, agua aussi en espagnol, mais en mirandais, ça devient auga. Le mot parler serait falar, hablar. Et en mirandais, c'est le même qu'en portugais dans ce cas, falar. Le mot aujourd'hui serait hoje, wa, ije. Donc, dans certains cas, ils sont plus proches du portugais ou identiques. Dans d'autres du espagnol, parfois c'est un mélange. Et dans d'autres, complètement unique. L'histoire du mirandais remet un peu en question ce mythe de l'État-nation uniforme au Portugal. Et par conséquent, dans n'importe quel autre pays, cela prouve que même dans une nation aussi ancienne, stable et culturellement, religieusement et linguistiquement dominante que le Portugal, l'histoire ne peut pas être complètement aplatie. Et ces petites différences existeront toujours.